D'abord, la partie de présentation de l'association Focus Fertilité. Ensuite, une partie sur les biomarqueurs de la fertilité. Et enfin, en dernière partie, les différentes méthodes d'observation du cycle. Voilà, donc je laisse la parole à Clotilde Mayol pour la présentation de l'association. Mais avant, je voulais vous dire quelques mots de la genèse de tout ça. En fait, cette association, ça fait un certain temps que nous y réfléchissons à plusieurs, qu'on est animé par l'envie de structurer un réseau de professionnels de santé. Et en fait, il y a eu donc différents événements, notamment il y a 3 ans, lors d'un communiqué de presse du président des gynécologues médicaux sur les méthodes naturelles, entre guillemets, il nous était apparu important avec Anne Dehéger et Sophie Sab de faire une réponse pour établir la vérité sur les méthodes d'observation du cycle. Voilà, donc c'est vraiment animé par cette envie d'informer correctement sur le sujet les professionnels de santé, donc nos pairs, que nous avons réfléchi à la création de cette association. Et donc, c'est un petit groupe qui s'est étoffé, un petit groupe d'amis qui s'est étoffé progressivement pour qu'enfin cette association naisse. Et donc, nous sommes très heureux de vous la présenter ce soir. Voilà. Clotilde, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc du coup, je vais m'occuper de vous présenter du coup l'association Focus Fertilité. Donc les missions de Focus Fertilité seront du coup de promouvoir les méthodes d'observation du cycle, les MOC, et leur utilisation dans une prise en charge médicale globale, replaçant la femme et le couple au cœur de la relation de soins. Le but sera aussi de sensibiliser les professionnels de santé et les étudiants aux principes de base des méthodes d'observation du cycle et de la médecine de restauration de la fertilité. D'établir également un réseau francophone de professionnels de santé sensibilisés et formés à la physiologie et à la restauration de la fertilité. D'encourager la recherche, de relayer les études et d'autres investigations scientifiques en lien avec les différentes MOC, ainsi qu'avec des médecins et des professionnels de la santé, dans le but d'approfondir la connaissance scientifique dans le domaine de la fertilité humaine et de lutter contre l'hypofertilité. Enfin, ça sera de proposer des formations, des actions de sensibilisation et notamment donc, de former des professionnels de santé qui, eux, interviendront dans les universités de médecine, de maïeutique, dans les facultés de pharmacie, dans les écoles et des professions paramédicales pour présenter les MOC et la médecine de restauration de la fertilité. Différents principes du coup de Focus Fertilité. Le statut de base de la fertilité humaine est un indicateur de santé globale et notre approche des MOC se fonde sur des preuves scientifiques solides et des recherches récentes. Les MOC vont pouvoir être utilisés efficacement pour favoriser ou éviter une grossesse et pour surveiller et gérer la santé gynécologique des femmes. Elles permettent aux femmes de prendre des décisions libres et éclairées pour leur santé. Les MOC permettent aux femmes et aux hommes de partager la responsabilité de leur fertilité, car ils contribuent chacun d'une manière complémentaire à la planification familiale. Les professionnels de santé formés aux MOC collaborent avec les patients pour prendre soin de leur santé reproductive. Donc, ils prennent les médecins, les professionnels de santé qui vont intervenir pourront prendre en charge les troubles gynécologiques et notamment à chercher à restaurer le cycle ovulatoire. Et pour nous, ça sera des outils diagnostiques et thérapeutiques. Enfin, l'association s'appuie sur la fiabilité scientifique des MOC, et ça, c'est très important, et on tâchera de contribuer à son développement. 3 possibilités, 3 catégories d'adhésion. Les actifs, les associés et les sympathisants. Dans les actifs, donc, il s'agit des professionnels de santé et dedans 2 sous-catégories. Ceux qui enseignent une méthode d'observation du cycle ou de méthode de restauration de la fertilité, qui exercent soit en parallèle de leur activité professionnelle, soit à l'intérieur de leur activité. Et l'autre sous-catégorie se nomme conseillers. Donc, c'est des professionnels de santé non formés, mais qui sont sensibilisés et qui ont le désir de se former et d'exercer. La deuxième catégorie des adhérents seront les associés, ça veut dire que c'est les moniteurs des MOC non professionnels de santé. Ces membres actifs et ces membres associés devront justifier dans leur adhésion leur formation médicale ou paramédicale initiale
et celles qui leur permettent de travailler dans le domaine des méthodes d'observation du cycle. Et enfin, la troisième catégorie, nommée sympathisants, du coup, comprendra toutes les personnes qui exercent des médecines complémentaires et qui justifient d'un accompagnement en lien avec la fertilité. Et enfin, tous les usagers des méthodes d'observation du cycle. Donc maintenant, je vais passer de nouveau la parole à Marion Vallée, du coup, pour parler de la suite, notamment des biomarqueurs de la fertilité. Merci Clotilde. Voilà, donc les biomarqueurs de la fertilité, donc nous avons voulu profiter de cette soirée pour vous sensibiliser. Alors certains d'entre vous connaissent bien le sujet, d'autres beaucoup moins. Pour la plupart, en tout cas, des membres du conseil d'administration, ces biomarqueurs de la fertilité, nous les avons découverts souvent en grande partie après nos études médicales. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous voulions vous en parler ce soir. Ces biomarqueurs qui sous-tendent les différentes méthodes d'observation du cycle. Alors, je vais réactiver ma vidéo. Ce sera plus agréable. Voilà. Donc, ces biomarqueurs de la fertilité, quels sont-ils? Donc, ils sont de divers ordres, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive-là. Donc, on a d'abord le mucus cervical, que nous allons détailler ensemble, la température basale du corps, la position du col, le flux menstruel et les signes que nous avons appelés signes associés, ou secondaires, on pourrait dire aussi. Alors, pour ce qui est du mucus cervical, alors excusez-moi, on a des petits soucis de coordination du PowerPoint. Voilà, si j'arrive à avancer, ce sera bien. Voilà, donc ce mucus cervical a été décrit à travers les études d'un médecin, un professeur d'université qu'on appelle le professeur Eric Audeblade, comme vous le voyez sur la référence située en bas de la diapositive. Ce médecin a fait des recherches considérables sur le col de l'utérus et a découvert plusieurs types de mucus cervical qu'il a nommés avec des lettres pour plus de clarté. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, les différents mucus sont représentés par des couleurs pour la clarté de la compréhension. On est d'accord que ces couleurs ne sont pas les couleurs réelles, mais des couleurs symboliques pour expliquer ces différents mucus que nous allons voir ensemble. Vous voyez en dessous ce schéma, dans la partie haute, représente le col de l'utérus. Et donc, on voit bien sur cette image symbolique l'endocole, en fait, qui va nous intéresser particulièrement, puisque c'est au sein du col de l'utérus, dans l'endocole, que les cellules sont des cellules mucipares, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de produire du mucus, et comme l'a découvert le professeur Audeblade, des mucus de différents types. Vous voyez donc en dessous les endocoles avec une chronologie. Vous voyez des petits chiffres qu'on peut distinguer, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc cette chronologie montre l'endocole aux alentours du jour 0, qui est le jour de plus grande fertilité, le jour le plus probable de l'ovulation. Donc moins 6, c'est moins 6 avant le jour de plus grande fertilité, et plus 4, c'est 4 jours après le jour de plus grande fertilité, donc le jour où l'endocole, comme vous le voyez sur cette slide, est le plus ouvert et où il y a donc certains types de mucus cervicaux différents, que je vais vous détailler maintenant. Si mon PowerPoint veut bien avancer. Voilà, donc alors là, je pense qu'on est un peu trop loin dans le diaporama. Excusez-moi. Donc, pour commencer, on va déjà parler donc, du mucus cervical, qui est le mucus G. Je reviens en arrière, puisque le PowerPoint a avancé un peu trop vite. Voilà. Donc, le mucus G pour gestagénique, donc, qui correspond à un mucus qui va être produit par l'endocole sous l'influence de la progestérone. C'est la raison pour laquelle le professeur Audeblade l'a appelé mucus G. Gestagénique, progestérone, on voit qu'il y a la même racine étymologique.
Voilà, donc on voit donc, sur cette image microscopique à gauche, qui est issue de la bibliothèque importante de Oum International, dont on vous parlera plus tard, on voit donc l'aspect microscopique du mucus G qui, sur cette photo, montre son aspect très condensé. Donc en fait, c'est un mucus cervical qui constitue un bouchon impénétrable à l'intérieur de l'endocole et qui va constituer à la fois une barrière immunitaire, puisqu'il est riche en leucocytes et en lymphocytes, mais aussi le fameux verrou du col qui assure l'infertilité. La plupart d'entre vous qui êtes professionnels de santé, impliqués dans la santé gynécologique, ce verrou du col, c'est une notion qu'on a souvent entendue, qu'on apprend. Donc, ce verrou du col, il est assuré par la glaire G que vous voyez ici. Maintenant, je vais vous parler donc de 3 autres types de mucus cervicaux, donc les mucus L, S et P. Ces 3 mucus ont la particularité, décidément, ce diaporama a décidé d'avancer tout seul. Donc le mucus S le mucus L, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, a la particularité d'avoir un aspect en perpendiculaire au microscope, c'est-à-dire qu'il forme des cristaux perpendiculaires, comme vous le voyez sur cette image, et cette image qui est assez typique, peut-être que vous l'avez déjà vue, image en feuille de fougère. Voilà. Donc, il l'a appelé L pour locking in mucus, puisque les spermatozoïdes, dans leur ascension dans l'endocole, puisque ce mucus cervical n'est pas obstruant comme l'était le mucus G, vont être prisonniers, enfermés en tout cas dans les cryptes, avant d'être relâchés plus tard. Et il va donc éliminer les spermatozoïdes de mauvaise qualité. Vous voyez que ça représente un filtre comme un tamis qui va empêcher les spermatozoïdes de mauvaise qualité, donc ceux qui ont 2 flagelles, ceux qui sont circulaires, enfin tous ceux qui sont mal formés, qui vont se perdre dans ce mucus L. Voilà, donc il est sécrété tout le long de l'endocole et donc il est prédominant pendant la phase fertile, ce mucus L, sous la dépendance, comme je vous l'ai dit, des œstrogènes. Un autre mucus est le mucus S pour Sperm Transmission Mucus, qui va, lui, former des canaux d'acheminement des spermatozoïdes le long de l'endocole pour les faire remonter jusqu'à l'isthme utérin, puis l'utérus ensuite. Comme vous le voyez sur cette image microscopique, donc on a bien une structure parallèle qui n'a rien à voir avec les 2 précédents. Et donc, il y a une action très spécifique de canalisation, de guidage. Et ce mucus S arrive un peu après le mucus L, et il va être présent autour de la phase de grande fertilité. Quelques jours avant, quelques jours après, ce qu'on appelle le jour sommet de la fertilité, le jour de plus grande fertilité. Il a un deuxième rôle, ce mucus S. Il va contribuer à apporter de l'énergie pour que les spermatozoïdes puissent poursuivre leur ascension dans les voies génitales féminines. Ensuite, pour finir, le mucus P, que le professeur Audeblad a appelé mucus P pour pic, puisque c'est le mucus qui va intervenir aux alentours du jour pic, le jour sommet, et vous voyez qu'au microscope, il est lui-même aussi différent. Voilà. Donc, ce mucus P, il est plutôt produit en haut de l'endocole, et il va entraîner chez la femme une sensation très particulière au niveau de la vulve, une sensation de lubrification, une sensation de glissement. Quand on explique ça aux femmes, certaines l'ont déjà identifié et d'autres y mettent enfin du sens, elles ont déjà perçu des choses. Et ce glissement, cette lubrification, c'est quelque chose qui appartient à toutes les femmes qui ont un cycle naturel. Voilà, donc ce mucus P, il va liquéfier en fait. Il liquéfie le mucus G, le mucus L et le mucus S grâce à une action enzymatique. On ne va pas rentrer dans les détails. Si vous le souhaitez, vous pourrez lire les publications correspondantes du professeur Audeblad. Mais donc, retenez que ce mucus P liquéfie. Et il liquéfie tellement que à ce moment-là, l'ensemble des autres mucus vont devenir liquides comme de l'eau. Certaines femmes décrivent vraiment un écoulement, comme si elles avaient de l'eau qui s'écoule. Voilà. C'est en raison de cette liquéfaction du mucus P.
Et ce mucus P a un autre rôle, non seulement il liquéfie, mais il va aussi concourir au transport des spermatozoïdes jusqu'au corps utérin. Donc voilà pour ces 4 types de mucus cervicaux que nous voulions traiter avec vous ce soir et que l'on retrouve en synthèse donc, sur cette diapo que je vous ai montrée au démarrage. Donc vous voyez qu'on retrouve l'épais mucus G comme un verrou au jour -6, au jour +4, qui est obstruant, puis ensuite il disparaît progressivement pour au jour 0 être quasiment inexistant. Et à l'inverse, inversement proportionnel, le mucus L arrive, puis S, puis P, et donc on est vraiment au maximum du développement de l'endocole et de la production des mucus L, P et S au jour 0. Puis il y a un phénomène décrescendo au jour +1, +2, +3 au niveau de la proportion des mucus pour retrouver donc ce bouchon impénétrable au jour +4. Voilà, pour répondre un peu aux interrogations que vous pouvez avoir et aux interrogations de nos patientes ou des femmes que vous êtes amenées à rencontrer, est-ce que moi, je suis capable de reconnaître tout ça ? Certaines vont y mettre tout de suite du sens, quand bien même elles ne se sont jamais observées et on ne leur a jamais transmis d'enseignement. Tous ces mucus leur parlent, enfin en tout cas elles ont des sensations correspondantes. Et pour d'autres, c'est un peu le grand inconnu, et donc elles se demandent, mais est-ce que moi aussi, je vais être capable d'observer ça? Donc je vais vous revenir sur la diapo sur l'étude qui a été menée par l'OMS dans les années 80. Alors c'est sûr que ça date, mais les études de l'OMS sur le sujet ont été faites dans les années 80, et puis depuis, il n'y a plus d'études de l'OMS, ou quasiment pas sur le sujet. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle la référence est ancienne. Et l'OMS avait montré que 99,5% des femmes des pays en voie de développement sont capables de percevoir le mucus cervical au cours du premier cycle si elles ont reçu un enseignement de qualité. Donc c'est vraiment considérable, c'est quasiment toutes les femmes. L'OMS a aussi remarqué que chez les femmes occidentales, il y avait une petite perte de chance puisque on arrive à 97,4%. Voilà, donc tout cela, en tout cas, les études du professeur Odeblad ont concouru à définir les fondements de la méthode de l'ovulation de Billings, donc, qui a été élaborée par les docteurs Billings, et donc dont je vous reparlerai tout à l'heure. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Anne de Hégère, qui va présenter la température basale du corps. Anne, à toi la parole. Merci Marion. Bonsoir à tous. Donc, maintenant, je vais vous présenter le deuxième biomarqueur de cette soirée, qui est la température basale du corps. Je voudrais passer la diapo. Comment on fait pour avancer, pour avoir la diapo suivante? Voilà. La température basale du corps consiste à ce que la femme prenne sa température de manière quotidienne, en général le matin au réveil, avant de se lever, et de manière stéréotypée, ça veut dire toujours de la même manière, avec le même thermomètre, par la même voie d'abord et pendant la même durée. Donc classiquement, on prend sa température soit par la voie rectale, la voie vaginale ou la voie buccale. Voilà, donc lors de la phase folliculaire, on constate que la température fluctue autour d'un niveau moyen-bas. Voilà. Cette phase folliculaire est suivie d'un décalage thermique qui est en moyenne de 3/10 de degrés Celsius par rapport au jour précédent, et qui a lieu environ 2 jours après le pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Ce décalage thermique est suivi par la phase lutéale, et celle-ci se caractérise par une température qui va se stabiliser autour d'un plateau haut, voilà, qui est décalé d'en moyenne 3/10 par rapport à la phase folliculaire. Et ce plateau, cette stabilisation de la température est due à l'effet thermogénique de la progestérone qui est sécrétée par le corps jaune après l'ovulation.
Et donc, lorsque l'on utilise un graphique avec une précision au demi-dixième de degré Celsius, la femme reporte sa température au jour le jour. Et donc, on peut constater une courbe biphasique avec la première partie qui est la phase folliculaire, le décalage thermique qui va signer l'ovulation et la stabilisation en position haute qui va confirmer que l'ovulation a bien eu lieu. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le biomarqueur qui est la position du col. Donc, lors du cycle menstruel, la position et la consistance du col de l'utérus vont varier par l'autopalpation de son col de l'utérus. La femme peut se situer dans son cycle. Donc là, vous pouvez voir sur les schémas qu'en période fertile, en période infertile, pré-ovulatoire et post-ovulatoire, le col est long, tonique et fermé. Donc la femme peut le palper en position basse et indurée. Et au fur et à mesure la phase fertile débute, le col va se modifier, il va se raccourcir, se ramollir et s'ouvrir. Et la femme peut donc le percevoir en position haute, parce qu'il va être raccourci. Et elle peut aussi y récolter du mucus fertile, le mucus dont on vient de parler. Une fois qu'il s'est modifié, qu'il s'est liquéfié, on peut le percevoir au toucher. Voilà, donc ça peut aider à savoir où on en est dans son cycle et notamment l'entrée dans la période fertile. C'est aussi pour ça que lorsqu'on fait un examen au spéculum, on peut soit avoir du mal à trouver le col parce qu'il est long et postérieur, ou alors on peut directement tomber dessus en fonction de où la femme en est dans son cycle. Si elle est en période fertile, on pourra plus facilement le trouver centré dans le vagin. Voilà pour le col. Donc, je laisse la parole à la personne suivante. Donc, c'est Lucie Espinasse qui prend la suite pour nous parler de la suite des biomarqueurs de la fertilité. Je n'arrive pas à passer le diapo. J'ai peut-être pas. Merci. Voilà, donc je vais vous parler du flux menstruel qui fait également partie des biomarqueurs de la fertilité, dans le sens où la femme peut observer les caractéristiques de cet événement au cours de son cycle. Donc par flux menstruel, on entend un épisode de saignement s'écoulant par le vagin et précédé d'une ovulation. Donc plusieurs critères sont à prendre en compte dans l'appréciation de ces saignements. Et c'est des critères qui vont signer une bonne imprégnation hormonale lors du cycle précédent. Donc la durée, tout d'abord, ni trop long ni trop court. Voilà, c'est 3 à 7 jours, la durée du flux menstruel physiologique. Le volume, pas plus de 80 millilitres. Donc c'est pertinent en consultation d'interroger l'abondance des saignements, notamment en interrogeant le nombre de protections utilisées. En général, les femmes n'éprouvent pas trop de difficultés à répondre, mais pour celles qui en éprouveraient, il existe une échelle d'évaluation des saignements qui s'appelle le score de IGAM et qui peut les aider beaucoup plus concrètement. La cinétique, maintenant, les règles, elles doivent commencer franchement. Donc, physiologiquement, on peut avoir un profil de saignement qui va crescendo puis décrescendo, ou bien uniquement un profil décrescendo. Dans tous les cas, à partir de 3 jours de spotting prémenstruel, on n'est plus dans un profil physiologique. De même pour la couleur, on attend un rouge franc et il faut avoir une certaine vigilance au saignement brun léger de fin de règle dès qu'il dure 2 jours ou plus. Encore une fois, c'est des profils qui montrent qu'on n'est plus tout à fait dans la physiologie. En dernier lieu, on peut considérer le critère de la douleur. Les règles physiologiques, elles ne doivent pas nécessiter plus que des antalgiques de palier 1.
Voilà, donc tous ces critères témoignent d'un bon fonctionnement hormonal et d'un bon équilibre œstroprogestatif lors du cycle précédent. Et je laisse la parole à Marion. Merci Lucie. Donc je vais terminer ce chapitre sur les biomarqueurs de la fertilité par une slide qu'on a appelée signes associés. Et voilà, je vais me mettre sur la diapo. Et donc, nous en avons recensé deux, il y en a d'autres, mais deux signes que nous avons pensé importants de vous parler ce soir. Alors, décidément, avec moi, le PowerPoint avance un peu trop vite. Donc, je reviens en arrière, puisque les photos sont importantes. Oui, je fais de la résistance. Voilà. Hop là. Donc, deux biomarqueurs que nous avons donc, voulu vous présenter. Donc, d'une part, l'œdème vulvaire et d'autre part, le ganglion lymphatique. Voilà, donc l'œdème vulvaire et le ganglion lymphatique donc, ont été décrits par le professeur Odeblad. Alors, pour ce qui est de l'œdème vulvaire, en fait, il s'agit d'un œdème, comme son nom l'indique, qui intervient chez la femme au moment de la phase fertile. En fait, par la montée des oestrogènes chez les mammifères, donc j'élargis, non seulement ça intervient chez la femme, mais aussi plus au-delà, chez les mammifères, il va y avoir un gonflement progressif de la vulve jusqu'au jour de l'ovulation. Et donc, c'est le professeur Odeblad qui l'a décrit dans l'espèce humaine. Et donc, les femmes ont une perception qui va être plus importante après une ou plusieurs grossesses. En revanche, cet œdème est moins important après une contraception œstroprogestative ou en phase de préménopause. Pour l'anecdote, donc, les vétérinaires connaissent très bien ce phénomène puisqu'ils ont la chance pendant leurs études d'avoir des explications sur l'œdème vulvaire. Chez les mammifères, il ne s'agit pas d'aller observer le mucus cervical et les sensations qu'il éprouve à la vulve, ou d'aller mesurer la température basale du corps d'une vache pour savoir quel est le moment propice pour l'insémination. En revanche, c'est par l'œdème vulvaire que les éleveurs de bêtes et les vétérinaires savent que c'est le moment propice pour l'insémination. Voilà, donc en fait, je ne l'ai trouvé dans aucun autre cours de médecine que j'ai cherché sur Internet. En revanche, sur les cours de vétérinaire, on le voit bien. Donc voilà, il n'y a que dans les publications du professeur Odeblad qu'on peut voir cette mention d'œdème vulvaire. Donc, je vous invite à explorer si vous le souhaitez. D'autre part, donc, signe qui vient dans la corrélation de cet œdème, quand il y a un œdème, pour les soignants d'entre nous, on sait qu'il y a ensuite l'activation du système lymphatique pour réduire cet œdème. Et donc, le ganglion lymphatique, donc c'est un ganglion que l'on peut palper dans le pli de l'aine, juste à côté de l'artère fémorale, comme vous le voyez sur le schéma, donc en posant ses deux mains à plat sur les cuisses et en mettant donc, le majeur sur l'artère fémorale, on peut percevoir un ganglion lymphatique de la taille d'un petit pois du côté de l'ovulation. Voilà, donc certaines femmes aussi l'ont déjà perçu spontanément sans avoir fait de lien, d'autres ignoraient ça et le découvrent et certaines ne l'observent pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que ces deux signes sont des signes associés qui peuvent être très précieux, mais qui ne sont pas suffisants pour qu'une femme puisse observer précisément son cycle et sa fertilité. Voilà, donc ce chapitre sur les biomarqueurs de la fertilité se termine là. Et donc, nous allons maintenant passer au chapitre suivant, donc au troisième chapitre sur les principales méthodes d'observation du cycle en France. Je laisse la parole. Et c'est Sophie qui prend la parole en réactivant le micro. Clotilde.
Oui, bonsoir à tous. Je vais donc aborder le sujet des différentes méthodes d'observation du cycle qu'il est possible d'apprendre actuellement en France et d'utiliser, que l'on soit donc une femme, que l'on soit un couple, ou que l'on soit un professionnel de santé, donc voilà, l'exercice d'une médecine gynécologique globale. Alors, qu'est-ce qu'une méthode d'observation du cycle? C'est un terme que vous avez peut-être entendu par le passé, ou d'ailleurs encore maintenant, hein. C'est un terme qui peut être aussi appelé méthode naturelle de régulation des naissances. Nous avons choisi d'utiliser une autre terminologie, qui est la terminologie suivante, donc méthode d'observation du cycle, une méthode scientifique qui permet la compréhension au quotidien de la fertilité de la femme à partir de l'observation et de l'analyse des différents biomarqueurs de son cycle. Les biomarqueurs vous ont été détaillés précédemment. Ce sont des méthodes qui sont donc en anglais appelées Fertility Awareness Based Methods, FABMs. Et ce type de méthode, donc scientifique et rigoureux scientifiquement, nécessite du coup un apprentissage standardisé auprès de professionnels qui sont formés à l'enseignement de chaque méthode et ensuite à l'évaluation des connaissances du couple ou alors du professionnel de santé. Cette approche rigoureuse, en fait, est garante de la fiabilité scientifique de chaque méthode. Il est important de noter que par méthode d'observation du cycle, on n'évoque pas du tout la méthode Ogino, c'est-à-dire le décompte des jours, pas du tout non plus le fait de déterminer que l'ovulation est forcément à J14 dans le cycle de la femme. Il ne s'agit pas non plus du retrait, il ne s'agit pas non plus des applications sur smartphone qui sont en fait pour la grande majorité, hein, pour 99% d'entre elles environ, des applications de prédiction, hein, et donc ça revient absolument en fait à la méthode du docteur Ogino. Ces approches-là, du coup, ne sont pas conseillées et ne font pas partie de l'approche scientifique que nous vous conseillons aujourd'hui en 2021. Ces méthodes d'observation du cycle ont 3 objectifs. Les patientes peuvent venir nous consulter pour utiliser ces méthodes dans le but de différer ou d'éviter une grossesse. Une méthode d'observation du cycle peut également être extrêmement utile lorsqu'il s'agit de concevoir, hein, quand l'objectif est d'agrandir la famille. Et puis, comme on le disait au début, c'est un outil très important pour le suivi de la santé gynécologique de la femme. C'est-à-dire que la femme elle-même est le premier acteur du suivi de sa santé et le tableau d'observation, dont on va avoir des exemples un peu plus tard, ou alors le graphique d'observation, va permettre à son professionnel de santé de très bien suivre la santé gynécologique de la femme, avec une grande précision. Alors, un sujet crucial qui est la fiabilité de ces méthodes. Elles n'ont pas bonne réputation, notamment dans le monde médical, du fait d'un soi-disant manque de fiabilité. Alors, cette réputation est erronée et n'est pas méritée. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais citer des sources principalement de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez le lien en dessous, donc en bas de la diapo, pour voir de quelle page internet il s'agit exactement. Vous pouvez tout à fait aller regarder, ça se trouve facilement. Et puis, je vous citerai également, donc, concernant ces méthodes-là, un site qui s'appelle Facts About Fertility, qui est très bien fait, qui est donc un site d'information de professionnels de santé sur ces méthodes et qui regroupe du coup les études de fiabilité sur ces méthodes d'observation du cycle. Alors, il s'agit donc de méthodes comme la méthode Billings. Alors, la méthode Billings, alors oui, excusez-moi, ce que j'ai oublié de vous signaler en début de la lecture de ce tableau, hein, c'est un gros tableau, il faut essayer de se concentrer quelques instants pour qu'on puisse le lire ensemble de manière constructive. Donc, vous avez les méthodes, soit les méthodes d'observation du cycle, soit les contraceptifs qui sont listés dans la colonne de gauche. Et ensuite, vous avez 2 colonnes d'efficacité par méthode. Vous avez toujours donc une colonne d'efficacité théorique, c'est-à-dire l'efficacité en usage parfait,
de chaque méthode, soit méthode d'observation du cycle, soit contraceptif. Et puis, vous avez la troisième colonne qui est l'efficacité en usage courant, c'est-à-dire l'efficacité pratique à l'efficacité quotidienne de la méthode. Et donc, il est normal que l'efficacité en usage courant soit inférieure à l'efficacité théorique. Alors, concernant la méthode des docteurs Billings, donc, son efficacité théorique est autour de 99% et son efficacité en usage courant autour de 94%. La méthode Fertility Care a une efficacité théorique autour de 99% et son efficacité en usage courant a été évaluée à 97% environ. La méthode symptothermique obtient de très bons scores de fiabilité, puisqu'on retrouve une fiabilité théorique à 99% pour éviter une grossesse et une efficacité pratique quotidienne autour de 98%. Et il existe une méthode appelée la méthode de l'université Marquette, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui repose sur le dosage urinaire de certains biomarqueurs, de certaines hormones, excusez-moi, plus la lecture donc, de biomarqueurs corporels. Et donc, cette méthode a une efficacité théorique de 98% pour différer une grossesse et une efficacité en usage courant de 93%. Vous voyez que les contraceptifs qui ont été listés plus bas ont une efficacité, eux aussi, autour de 98-99%. Finalement, l'efficacité théorique de toutes les méthodes qui sont listées ici sont relativement les mêmes. Hein, elles sont proches les unes des autres. Voilà. Et donc, quand on examine l'efficacité en usage courant, vous pourriez vous dire, c'est pas très élevé finalement. Est-ce que c'est correct de laisser les patients avec une efficacité en usage courant qui est relativement basse pour certaines des méthodes qui sont évaluées ici? Eh bien, je voudrais revoir avec vous les taux d'efficacité pour éviter une grossesse en usage courant de méthodes contraceptives qui sont très fréquemment utilisées autour de nous et prescrites. Et donc, pour la contraception orale, cette efficacité en usage courant, si j'arrive à activer l'animation, excusez-moi, voilà, est de 93% également. Le préservatif masculin, dont on nous vante beaucoup de mérites, voilà, l'OMS liste son efficacité en usage courant à 87%. Et l'anneau vaginal a une efficacité en usage courant qui est également autour de 93%. Ce qu'on peut donc remarquer à la lecture de ces études, c'est que la fiabilité de ces méthodes pour différer une grossesse n'a rien à envier aux contraceptifs oraux, par exemple, et puis qu'elle est largement supérieure à celle du préservatif masculin. Il est intéressant également d'évaluer la fiabilité de ces méthodes pour favoriser une grossesse. C'est-à-dire que l'intérêt de ces méthodes, comme vous l'avez vu, c'est pour le couple, enfin pour la femme lorsqu'elle est célibataire et pour le couple lorsqu'il s'agit de favoriser une grossesse, c'est d'identifier très précisément son entrée et sa sortie de la fenêtre de fertilité. La lecture quotidienne des biomarqueurs qui vous ont été expliqués tout à l'heure permet du coup au couple de savoir précisément si le jour qui vient de se terminer est un jour de fertilité ou de non-fertilité. Alors, je vais vous citer quelques études. L'étude qui a évalué la fiabilité pour concevoir de la méthode Billings avait retrouvé un taux de grossesse au premier cycle de 35% parmi les participantes. Au troisième cycle, on était à 60%. Au sixième cycle, à 80%. Et au 12e cycle, à 95% de grossesse. Voilà. Ce que je voulais vous préciser également, c'est qu'il s'agit ici de couples à fertilité normale, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait des couples pour lesquels, du coup, dans les études, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas conçu au bout d'un an, et donc forcément, ils rentraient dans le cadre d'une hypofertilité. Voilà. La méthode Fertility Care donc, de l'université Creighton trouve dans l'étude qui a été publiée en 92 dans le Journal of Human Reproduction le taux de grossesse au premier cycle de 76% et un taux de grossesse au troisième cycle à 90%. Au sixième cycle, parmi les utilisateurs, on en était à 98%
de grossesse pour les couples qui souhaitaient concevoir. Une évaluation de la méthode symptothermique sans Ciplan a permis d'évaluer, donc lors d'une étude qui avait été menée en 2003 et qui a été publiée dans Human Reproduction, un taux de grossesse au premier cycle à 42%, au troisième cycle à 75% et un taux de grossesse au sixième cycle à 88%. Et on était donc, après un an d'essai, à 98% de grossesse pour les utilisatrices de cette méthode, donc lors de cette étude. Pour les couples qui n'utilisent pas de méthode d'observation du cycle et qui n'ont donc aucune connaissance de la fenêtre de fertilité, les chiffres sont bien différents. Alors, pour le taux de grossesse, la probabilité de grossesse à chaque cycle, donc chaque cycle pris indépendamment, le taux maximal finalement pour l'âge de fertilité maximale qui est autour de 25 ans chez la femme, on est à 25% de chances de concevoir, voilà, si le couple a des rapports sexuels sans avoir ciblé la période de fertilité. À l'âge de 35 ans, le taux de la fertilité chute et le taux de grossesse, le taux de possibilité de grossesse chute également. On est autour de 12% par cycle. Et à 40 ans, ce taux n'est plus que de 6%. Alors, par la suite, donc, cette étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques, retrouvait un taux de grossesse au bout de 6 mois d'essai de 60% parmi les participants de leur étude. Et au 9e cycle, on était à 75% de grossesse. Ce que nous montre ce tableau, c'est que les méthodes d'observation du cycle sont extrêmement fiables pour favoriser donc, les intentions des couples, que ce soit de différer ou de favoriser une grossesse, et que notamment pour les couples qui souhaitent concevoir, ces méthodes sont vraiment des alliés de choix pour gagner du temps. Et donc, garder voilà, une bonne psychologie, et garder, voilà, mettre toutes les chances de son côté. Alors, quelques mots de l'historique au sujet de ces méthodes. Alors, on parlait tout à l'heure du docteur Ogino, il faut parler tout de même de ces découvertes qui ont été importantes pour la compréhension du cycle féminin. Il y a environ 100 ans, dans les années 1920 et les années 1930, deux médecins, Dr Ogino au Japon et Dr Knaus en Autriche, ont commencé à travailler sur, chacun de son côté, mais finalement voilà, des travaux qui se sont rejoints sur les statistiques liées au nombre de jours des cycles et sur les jours de fertilité. Et ils ont établi en fait un graphique, un ensemble de consignes qui permettent en fait voilà, de prévoir la date d'ovulation et la période de fertilité à partir de la date des premières règles. Le premier jour des dernières règles, excusez-moi. Et du coup, cette méthode a été utilisée pendant très longtemps pour gérer la fertilité. Mais voilà, il faut savoir sortir de cette vision qui avait une vision un peu mécanique, un peu robotique de la femme, avec voilà, la lecture a posteriori des cycles précédents pour pouvoir se repérer dans le cycle actuel. Et donc, ça manquait vraiment de lisibilité, ça manquait d'efficacité. Dans les années 50, le marqueur de la température corporelle de base, qui vous a été expliqué par Anne tout à l'heure, donc a été découvert. Et c'est vrai que ce biomarqueur a permis donc une grande avancée en fait, dans la compréhension du cycle féminin. Et donc, le décalage de température qui a lieu donc, de façon stable dans les jours qui suivent l'ovulation a permis du coup de créer une méthode dite des températures qui n'utilisait que le biomarqueur température dans les années 40, 50, 60. Dans les années 50, les docteurs John et Evelyn Billings se sont penchés sur le mucus cervical et donc avec les travaux du docteur Odeblad, ont en fait énormément découvert au sujet de ces rôles, au sujet de ses rôles sur la santé de la femme et au sujet de ses rôles donc, pour la fertilité. Donc la méthode de l'ovulation Billings a été créée dans les années 60. Plusieurs méthodes symptothermiques dont on va parler tout à l'heure ont été créées dans les années 70.
c'est-à-dire qu'elles associent la mesure de la température et l'utilisation du mucus cervical. Ça va vous être détaillé un peu plus tard. En 1977, il y a donc la méthode Fertility Care, qui s'appelle aux États-Unis le modèle Creighton, qui a été développé aux États-Unis et qui, lui, utilise uniquement le mucus cervical comme biomarqueur. La méthode MAO, la méthode cyclamène, donc, comme elle a été rebaptisée en 2017, a été développée dans les années 80 en France. C'est une méthode de type symptothermique. Dans les années 80, la compréhension des mécanismes hormonaux de l'allaitement et du coup de l'influence de l'allaitement sur la fertilité a beaucoup progressé. Et du coup, une méthode qui s'appelle la méthode MAMA, méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement, a permis du coup à de nombreuses femmes de mieux comprendre quels étaient les critères qui leur permettaient de ne pas être en période de fertilité dans le postpartum, donc dans les 6 mois après la naissance de leur enfant. Depuis les années 2000, on entre dans l'ère de la femtech, c'est-à-dire la technologie du corps féminin. Et puis, il y a de nombreux appareils électroniques, de nombreuses applications qui se développent à toute vitesse, qui sont innombrables et pour certaines pas du tout fiables. Mais en tout cas, il existe un ensemble d'appareils qui s'appellent par exemple Persona, Cyclotest, Ladycomp, qui sont un ensemble de dispositifs qui permettent d'aider en fait la femme, d'aider le couple dans la compréhension du jour de fertilité. Et ce sont des appareils qui, par exemple, le Ladycomp se base sur la température, le cyclotest également. Le Persona permettait, ce qui n'est plus commercialisé, je crois, de faire l'interprétation de tests urinaires qui étaient réalisés le matin par la femme pour voir où en étaient les taux hormonaux. Et nous voilà en 2021 avec la création de notre association Focus Fertilité pour faire découvrir toute cette richesse scientifique, tous ces progrès, toutes ces découvertes au monde de la santé qui les méconnaît encore malheureusement, pour beaucoup. Parmi les méthodes scientifiques d'observation du cycle, on trouve donc la méthode Marquette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la méthode Marquette est une méthode sympto-hormonale où la femme analyse ses biomarqueurs, mais également, donc elle est ici, voilà, la femme analyse ses biomarqueurs, mais elle peut également utiliser des tests urinaires pour voir où en sont ses taux hormonaux et pour identifier du coup si elle est en période de fertilité ou pas. La fondation Symptotherm, la méthode Sensiplan, la méthode Serena sont des méthodes symptothermiques. Il existe différentes écoles, différentes branches de la méthode symptothermique. Le Centre Billings France est une autre structure qui enseigne la méthode Billings en France. La méthode FEM est la méthode la plus récente parmi toutes ces méthodes. C'est une méthode qui se base sur l'observation des biomarqueurs, mais également sur l'utilisation d'un algorithme lié à l'utilisation des tests de LH, les tests urinaires, qui sont des petites bandelettes que la femme peut du coup faire comme test le matin. Donc on a analysé, on a discuté tout à l'heure des différents biomarqueurs qui existent au niveau du corps féminin. Voilà, toutes les méthodes d'observation du cycle n'utilisent pas forcément la lecture de tous ces biomarqueurs. Il existe différents biomarqueurs utilisés, analysés par les différentes méthodes. Il existe donc des méthodes qui utilisent un seul biomarqueur qui est le mucus cervical. Le mucus cervical, par son observation donc, quotidienne et rigoureuse, permet à la femme de savoir avec précision quand est-ce qu'elle entre et quand est-ce qu'elle sort de la période fertile. Et pour ces méthodes-là, on trouve donc la méthode de l'ovulation Billings et la méthode Fertility Care ou modèle Creighton. La méthode symptothermique est quant à elle une méthode qui utilise la lecture et l'interprétation de plusieurs biomarqueurs, donc le mucus cervical et la température, dont le terme symptothermique. On analyse différents symptômes, le mucus cervical, voire la position du col. Pour certaines femmes, c'est un signe qui est très parlant, pour d'autres un peu moins. Et puis donc thermique, avec la lecture de la température et l'analyse de sa peau. Et nous allons ce soir vous parler d'une des méthodes symptothermiques, qui est la méthode cyclamène.
enseigné par le clerc. Je vais maintenant laisser à nouveau la parole à Marion qui va vous décrire la méthode de l'ovulation Billings. Merci Sophie. Voilà, donc je vais vous parler de la méthode de l'ovulation Billings. Vous avez déjà entendu parler de Billings depuis le début de la soirée, puisque donc, comme le disait Sophie, c'est un couple de médecins australiens qui l'a mise au point, et surtout d'ailleurs John Billings qui l'a mise au point, et ensuite son épouse a contribué à la diffusion. Voilà, donc les recherches de John Billings, elles ont commencé en 1953, et ensuite il y a eu de nombreuses années de recherche pour que la méthode soit confirmée. En fait, elle a été très rapidement élaborée grâce à l'observation de femmes qui ont observé leurs signes de fertilité, et ensuite elle n'a été que confirmée au travers des études pendant environ 20 ans. Et après ces études de confirmation, elle a pu être diffusée à travers le monde. Alors d'abord au niveau régional, puis national en Australie, puis ensuite au-delà des frontières à partir des années 70, et en France depuis les années 80. Donc c'est une méthode qui est basée, comme le disait Sophie, sur le mucus cervical, et la femme va observer chaque jour le mucus cervical en observant la sensation qu'il provoque au niveau de la vulve. C'est-à-dire que tout au long de sa journée, la femme va observer son ressenti, simplement en connectant son cerveau. Donc c'est une observation du cerveau connecté à la vulve qui va lui permettre d'avoir des sensations particulières. On a parlé tout à l'heure de la lubrification. La femme peut se sentir sèche, humide, mouillée, etc. Avec ces mots à elle, elle va observer donc tout au long de la journée. Et cette sensation, elle va la noter le soir dans un tableau que je vais vous montrer juste après. Alors, on l'invite même, quand elle est en couple, à ce que ce soit le conjoint qui note dans le tableau pour vraiment une implication du couple. Donc, cette sensation, vous voyez sur le symbole de l'engrenage est plus gros parce que c'est l'observation la plus importante. C'est l'observation principale, cette sensation. L'aspect visuel, quant à lui, peut faire du mucus qui peut s'écouler ou non. C'est un élément secondaire qui est en second plan, qu'elle va aussi noter dans le tableau, puisqu'il a aussi son importance, mais il intervient en second plan. Voilà, je vais vous montrer juste après donc, le tableau, à quoi ressemble un tableau de la méthode de l'ovulation Billings, pour que vous puissiez en avoir un sous les yeux. Alors, voilà. Donc ce tableau vous montre, alors peut-être que selon les supports sur lesquels vous êtes, ceux et celles qui sont sur les petits écrans auront plus de mal à distinguer. Vous voyez donc qu'il y a une légende dans la partie haute, et avec des symboles de couleurs, et des symboles en dessous des couleurs qui sont l'équivalent, mais dans une autre façon de noter. En dessous de cette légende, vous avez les tableaux. Donc, il y a un tableau rempli, un tableau vierge, avec les jours du cycle 1 à 35. En dessous, les dates. Et puis, une ligne qui s'appelle timbre ou symbole. Dans cette ligne timbre ou symbole, donc, vous voyez des couleurs qui correspondent en fait à l'analyse des deux lignes en dessous, donc de la ligne sensation et de la ligne aspect visuel. Donc, la femme va, à la fin de sa journée, résumer son observation de sensation dominante, sachant que c'est toujours la sensation la plus fertile qui va primer s'il y a plusieurs observations dans la journée. Et donc, vous voyez, le premier jour, par exemple, elle dit « Je me suis sentie humide et j'ai vu du sang rouge ». Et donc, c'est par l'analyse de ce ressenti et de cet aspect visuel que le symbole coloré va pouvoir être apposé. Donc vous voyez qu'ensuite, il y a un symbole rouge avec des petits points qui correspond au spotting quand il y a des traces de sang. Et puis, il va y avoir après une phase d'infertilité où la femme va dire humide tous les jours de la même façon. Et ensuite, une phase avec des bébés blancs pour la phase de fertilité. Ces bébés blancs qui symbolisent la fertilité potentielle. Donc cette phase où le mucus évolue, où il y a apparition du mucus L, S et P, jusqu'à ce qu'on arrive au jour sommet, donc qui est ici avec la petite croix que vous devez distinguer, ce jour sommet qui va pouvoir se définir seulement par rapport au lendemain. Voilà, donc le jour sommet, c'est le dernier jour de sensation de lubrification suite à une phase de guerre qui évolue et se développe
et il va pouvoir être reconnu la veille du changement net. Donc vous voyez qu'on a ici le lendemain, jour 1, avec un bébé jaune, et puis suivi de 3 bébés jaunes. Et ensuite, donc à partir du premier bébé jaune, on est dans la phase lutéale, qui, elle, peut être variable. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs dans cette phase-là. Voilà, je veux simplement vous présenter le tableau, sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne s'agit pas de vous faire une explication exhaustive de la méthode de l'ovulation Billings. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller plus loin, mais ce n'est pas l'objet de cette soirée. Voilà pour ce qui est de la méthode de l'ovulation Billings. Donc je laisse la parole à Astrid. Je rappelle, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ça nous permettra de pouvoir les poser ensuite aux interlocuteurs que vous ciblez. Voilà. Donc, je vais moi maintenant vous présenter la méthode cyclamen. La méthode cyclamen qui a été diffusée à partir de 1982 par Leclerc sous le nom de MAO, méthode d'auto-observation, mais qui était déjà enseignée avant dans les années 60 et 70. La méthode cyclamen est une méthode symptothermique au sens où elle va s'intéresser aux symptômes que sont le col et le mucus, la glaire, et à l'analyse de la température basale du corps. Et à partir de ça, on va pouvoir... Ah, pardon, j'essaie de faire avancer le diapo. Excusez-moi, voilà. À partir de ça, on va pouvoir établir un graphique cyclamen. Je vais essayer de vous présenter rapidement le principe de notation de ce graphique. Dans la partie verte, ici, on va noter la température basale de la femme, très sensible ce soir, et qui nous permettra de mettre en évidence le fameux décalage thermique dont nous parlait Anne tout à l'heure. Je ne reviendrai pas et je ne développerai pas ici les règles d'analyse précises qui vont nous permettre de déterminer un niveau moyen-bas et un très haut, mais selon des critères très précis, on va pouvoir justement mettre en évidence un décalage thermique. On va ensuite avoir ici toute une partie qui nous permettra de noter ce qui a été observé et ressenti au niveau de la vulve par la femme tout au long de la journée, donc une notation de la glaire, et également notation des règles. Donc une notation qui est codifiée avec des signes et des lettres précis pour la notation de la sensation et la notation de ce qui a été observé par la femme. Et puis une troisième partie qui va, elle, viser à noter ce qui a été enregistré par la femme au niveau de l'autopalpation du col. Donc, ce n'est pas un signe qui est systématiquement enseigné aux femmes. Ça va dépendre un petit peu des cas, des femmes et des besoins. Hop. Mais selon, pareil, différents critères, on va pouvoir en fait noter le col en fonction de la position, de l'ouverture, de la consistance et de la présence de glaire ou non au niveau du col. L'interprétation de ces 2 ou 3 signes, selon si on associe ou non la palpation du col, va nous permettre de déterminer les périodes fertiles et infertiles du cycle de la femme. Donc là, c'est ce qu'on a noté avec les 2 lignes verticales vertes. La période fertile est ici. J'attends le PowerPoint. Excusez-moi, il est très capricieux ce soir. Vous cliquez dessus pour reprendre la main. Il existe, excusez-moi, il existe d'autres méthodes symptothermiques, notamment Sensiplan, qui est une méthode belge, et la symptothermie développée par la fondation Symptotherm. La liste n'est pas exhaustive, il en existe d'autres, mais on ne détaillera pas toutes ces méthodes ce soir. Je vais laisser la parole à Lucie, qui va nous présenter Fertility Care. Merci Astrid. Voilà. Je vais vous présenter le modèle Creighton, qui est une méthode qui a été déposée à l'Université de Creighton aux États-Unis depuis 1977.
Elle a été développée par un gynécologue américain, le docteur Thomas Hilgers. Et c'est un modèle qui comprend Fertility Care, donc une méthode d'observation du cycle qui est basée sur l'observation objective et standardisée du mucus cervical. Et puis, à partir des tableaux résultant de l'observation des cycles selon sa méthode, le docteur Hilgers a développé depuis 30 ans la NAPRO-technologie, pour Natural Procreative Technology, qui est une médecine visant à restaurer la fertilité. C'est une médecine qui comprend un volet diagnostique, chirurgical, médicamenteux, et qui va toujours viser à restaurer au mieux les paramètres du cycle. En France, la méthode se développe depuis 2010. Voilà. Donc, le biomarqueur principal de la méthode pour mettre en évidence la phase fertile du cycle, c'est bien le mucus cervical, donc comme pour la méthode de l'ovulation Billings. Ce qui diffère en premier lieu, c'est la façon de s'observer. Il va se faire lors du passage aux toilettes et ensuite l'analyse en elle-même du mucus par l'observation et le test au doigt de ce qui se trouve sur le papier. C'est une analyse qui est fine et précise, qui est basée sur des critères objectifs avec une notation standardisée, c'est-à-dire qu'à chaque observation va correspondre un code et un timbre de couleur. Voilà, vous avez ici un tableau d'observation du cycle selon le système Fertility Care, où ont été notées d'abord les règles avec l'abondance du flux menstruel, suivi d'une période de sécheresse, puis de la période fertile, jusque-là, et puis à nouveau une période de sécheresse. Et puis en dessous, vous voyez dans la case du dessous, la notation standardisée du mucus cervical tout au long du cycle. Voilà pour la présentation des 3 méthodes qu'on voulait vous présenter ce soir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du cadre d'apprentissage d'une méthode d'observation du cycle, quelle qu'elle soit. Tout d'abord, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas une méthode mieux que les autres. C'est indispensable, il est indispensable que chaque femme, chaque couple trouve la méthode qui lui convient le mieux en fonction de sa demande, en fonction de son rythme de vie, de son tempérament, de son histoire médicale aussi. Voilà. Il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. Il y a une méthode qui convient mieux à chacun. Les méthodes d'observation du cycle, ça reste des méthodes exigeantes qui demandent un investissement d'énergie et de patience à la femme, au couple. Et justement, le but de cette soirée, en vous présentant ces 3 méthodes qui sont assez répandues en France aujourd'hui, c'est que vous puissiez orienter plus facilement les couples qui viennent avec cette demande à votre cabinet. Donc, une fois que la méthode est choisie, l'apprentissage doit toujours se faire par un enseignant, moniteur ou instructeur, accrédité par la méthode choisie. On n'apprend pas seul ni dans les livres, ni sur Internet, encore moins sur Internet, au risque d'un échec. La femme ensuite va observer chez elle quotidiennement les biomarqueurs de sa fertilité. Et si elle est en couple, c'est idéalement l'homme qui note tous les soirs ses observations dans le tableau ou sur le graphique. Les 3 méthodes que nous vous avons présentées ce soir insistent toutes les 3 sur cette nécessité d'une coopération et d'un soutien des 2 membres du couple. Donc, à l'heure où la charge mentale des femmes est un concept en vogue, ce point mérite d'être encouragé. Voilà. Ensuite, c'est aussi ensemble que le couple peut analyser son tableau au jour le jour, en se posant la question, est-ce que le jour qui vient de s'écouler était fertile ou non? Et une fois qu'ils ont répondu à cette question, en fonction de l'intention du couple, est-ce qu'on utilise ce jour pour avoir un rapport sexuel ou non, par exemple? Voilà, donc tout cet apprentissage, encore une fois, il ne se fait pas seul, mais avec l'enseignant de la méthode, lors de rendez-vous réguliers où l'instructeur ou l'enseignant vérifie la bonne application des principes de la méthode et où le tableau ou le graphique est relu, corrigé, pour que le couple gagne vraiment en autonomie. Il faut compter 3 à 6 mois d'apprentissage en fonction des besoins en fait, de chaque couple, avec un rythme de rendez-vous. Alors, pas grave. Avec un rythme de rendez-vous qui va d'une fois tous les 15 jours à une fois par mois au fur et à mesure de l'autonomie du couple. Clotilde, je te laisse remettre.
voilà, c'est vraiment l'autonomie qui est recherchée. Et c'est une autonomie qui est acquise en général assez rapidement si l'apprentissage a vraiment été régulier. Et voilà, par la suite, une fois que le couple est autonome, il ne faut pas hésiter à l'inviter à recontacter son enseignant dès qu'il y a un changement de vie comme un allaitement, ou bien si le couple observe une perturbation des cycles, par exemple avec l'âge de la femme qui augmente, ou bien tout simplement si le couple a besoin de refaire le poids. Voilà, je passe la parole à Nicolas. J'essaye de mettre la vidéo. Nicolas, pour mettre ta vidéo, il faut que tu coupes la prise de main et que tu relances la prise de main. Ok. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais intervenir assez brièvement pour terminer un petit peu cette soirée, pour vous parler des méthodes d'observation du cycle, qu'est-ce qu'elles ont à faire dans le cadre d'une consultation médicale. Alors, avant de parler des motifs fréquents, je voulais d'abord dire un mot sur ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé. Donc, ça doit être la diapo précédente. Voilà. Pour tous les confrères là, qui nous regardent, que ce soit en médecine générale, en gynécologie ou les consultations auprès des sages-femmes, un certain nombre peuvent être sensibles aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, j'ai un petit peu parcouru les recos de la HAS, et donc je suis tombé sur le rapport d'élaboration qui se nomme la contraception chez l'homme et chez la femme, qui a été mise à jour en juillet 2019, donc c'est assez récent. Et donc, dans ce cadre de ce rapport d'élaboration, donc la Haute Autorité de Santé a classé, en fait, finalement, attribue aux méthodes d'observation donne aux méthodes d'observation du cycle uniquement un rôle purement contraceptif. D'ailleurs, elles sont nommées méthodes naturelles de contraception. Et finalement, les méthodes d'observation du cycle sont jugées uniquement sur leur efficacité contraceptive. Donc, elles ne sont pas considérées comme un outil pour connaître son cycle, ni comme un outil pour favoriser une conception. Cependant, la Haute Autorité de Santé, dans ce rapport, et c'est ça qui est intéressant, a l'avantage, reconnaît donc à ces méthodes l'avantage de n'avoir aucune contre-indication. Et la Haute Autorité de Santé va même plus loin en recommandant que les principes généraux de ces méthodes soient exposés à toute femme, au même titre que toutes les connaissances concernant la fertilité et le cycle physiologique de la reproduction. Alors, dans le cadre d'une consultation médicale, qu'est-ce qu'une méthode d'observation du cycle a comme intérêt? D'abord, dans les motifs fréquents de consultation. Donc, il y a 3 grands motifs, comme l'avait exposé Sophie tout à l'heure. Tout d'abord, dans le cadre d'un suivi, quand une femme consulte annuellement, par exemple pour un petit ou autre, les méthodes d'observation peuvent être présentées uniquement pour un meilleur apprentissage et une meilleure connaissance de son propre cycle. Ensuite, dans le cadre d'une consultation où une femme viendrait pour une demande de contraception, sans idée préconçue, une MOC pourrait très bien être présentée dans le but de différer une grossesse. Et enfin, dans le cadre d'un désir de grossesse, donc souvent c'est où la femme ou un couple qui peut venir dans le cadre d'une consultation préconceptionnelle, une méthode d'observation là serait présentée pour cibler au mieux les jours fertiles. Ensuite, les autres motifs de consultation sont des motifs lorsque la patiente ou la femme a des symptômes, présente des signes en faveur de pathologie.
Donc, que ce soit tout simplement des problèmes d'hypofertilité ou toute pathologie du cycle, symptomatiques comme les syndromes prémenstruels, les saignements anormaux, les cycles irréguliers, etc. Et là, on rentre dans le vaste domaine de la médecine de restauration de la fertilité. Voilà, donc c'est un domaine qui a pris de l'ampleur depuis environ les années 70 et qui a été initié initialement aux États-Unis sous l'impulsion d'un médecin qui s'appelle le docteur Thomas Hilgers, sous le terme naprotechnologie. Voilà, donc je ne vais pas détailler la naprotechnologie ce soir, ça fera certainement l'objet d'une présentation ultérieure, mais c'est un domaine très vaste et assez complexe. Voilà, je vais laisser la parole à Marion pour terminer. Merci Nicolas. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation, de cette soirée de présentation d'abord de l'association Focus Fertilité et puis de cet enseignement que nous voulions vous transmettre sur les biomarqueurs de la fertilité et les différentes méthodes d'observation du cycle en France. Donc, cette association, comme vous l'avez compris, est toute nouvelle et donc pour l'instant, elle n'a qu'un CA. Nous sommes 8. Mais nous avons vraiment envie de compter sur chacun d'entre nous qui se sent l'envie de nous rejoindre. On a mis beaucoup d'énergie à construire cette soirée et on a bien conscience que ça n'est que le début et que l'énergie à déployer arrive maintenant. Et donc voilà, nous avons plusieurs idées en tête. Alors bien sûr, les missions ont été définies clairement, mais nous aimerions pouvoir proposer d'autres soirées comme celle-ci, avec des thèmes différents en fonction de ce que les adhérents auront envie d'approfondir. Nous aimerions donc créer un réseau de soignants. C'est ça qui presque a été l'élément qui nous a le plus décidé dans cette grande aventure, créer un réseau et pouvoir adresser nos patients, adresser les couples pour les moniteurs et les monitrices, voilà, pour pouvoir savoir vers qui on les adresse en fonction des compétences. Les méthodes d'observation du cycle sont très peu connues en France, même si nous, on a un prisme important de connaissances. Voilà, on a chacun nos réseaux et on a chacun nos façons d'adresser. Et si on peut bénéficier des réseaux des autres, c'est encore mieux. Voilà, donc en créant, avec déjà tous les adhérents de Focus Fertilité qu'on espère nombreux, ce sera un chouette réseau. Et puis, si en plus on peut bénéficier du réseau de ces adhérents, c'est encore mieux. Nous aimerions organiser donc d'autres soirées, des conférences, éventuellement aussi des formations. Nous voulons continuer à assurer une veille scientifique, puisque chacun d'entre nous assure sa petite veille scientifique personnelle en fonction de ses compétences. Et si on peut mutualiser ses compétences, c'est encore mieux. Et puis regrouper une importante bibliographie française, puisqu'on a de la bibliographie française, également la bibliographie internationale et des ressources documentaires. Donc voilà, le site internet est en construction. Nous vous dirons quand il sera fonctionnel. Ça devrait arriver assez rapidement. Vous avez vu que nous avons la chance d'avoir un logo pour ce lancement. Ce logo qui a été créé par Camille de Colnay, qui est sage-femme et qui devient graphiste. Voilà, donc très heureux de ce logo qui nous semble vraiment parlant pour notre thématique. Voilà, donc si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous et de nous partager vos compétences et vos idées, tout est à faire et on peut le faire ensemble. Donc voilà, on va vous envoyer par mail à tous un lien LOASO pour si vous souhaitez adhérer. Et puis rentrer dans ce grand réseau de soignants et puis nous proposer vos idées. Voilà, donc vous recevrez à l'issue de la soirée un petit questionnaire pour recueillir votre avis sur la présentation de ce soir, mais aussi vos idées. Toutes les idées sont les bienvenues et puis vos compétences pour ceux qui ont envie de partager à Focus Fertilité ses compétences, leurs compétences. Ce sera précieux pour chacun. Donc maintenant, il y a un temps de questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le mettre dans le fil du chat.
il y a quelques questions. Donc je vais laisser la parole à Katrina pour ce temps de questions-réponses. Merci Marion, merci à toutes et à tous pour votre attention. Donc on va dédier quelques minutes à vos questions. Il y a d'abord un commentaire très intéressant de Caroline Terrenoir qui dit, je lis parce que c'est vraiment très bien, l'approche de FEM est très intéressante. Les médecins peuvent se servir des tableaux bilingues Fertility Care ou symptothermique pour interpréter la qualité de l'ovulation. Et elle cite effectivement le docteur Pila Vigil qui est le pilier dans ce domaine. Elle a beaucoup publié sur ça. L'ovulation est un signe de bonne santé de la femme. Ils ont des protocoles pour diagnostiquer et traiter toutes les anomalies du cycle et en particulier l'hypofertilité. Mais les cours et protocoles sont actuellement seulement en anglais. C'est vrai. Merci beaucoup. Je remercie Caroline Terrenoir. Marion, je ne sais pas si tu avais des commentaires. Donc on avait effectivement, nos connaissances sont celles-là. Et ensuite, il y a une question de Jérémy Gion. Est-ce que vous avez des données sur la croissance de l'utilisation de ces méthodes ou les tendances en France en comparaison avec les autres méthodes? Je laisse la parole au Dr Canivet et au Dr Sab pour répondre à cette question. Alors, moi, j'ai juste une petite donnée d'un état des lieux de la Haute Autorité de Santé, mais qui n'est pas tout à fait actuel, puisque ça date de 2013, mentionnant que toutes les méthodes naturelles en France, le pourcentage utilisé à visée, on va dire, de contraception, entre guillemets, ces méthodes sont de l'ordre de 6% utilisées par les femmes, entre les 95 et 2013. Voilà, c'est resté très stable. Depuis 2013, je ne sais pas. Voilà, et quant à moi, sur cette question, écoutez, je vous remercie, Monsieur Mijon, pour cette question. Pour information, Gérard Mijon est le cofondateur d'une organisation qui s'appelle Natural Womanhood, qui est basée aux États-Unis et qui a un site d'information, un site internet dédié à l'information des femmes sur les méthodes d'observation du cycle et qui est une mine d'or. Je vous invite tous à aller regarder. Je mettrai les coordonnées du site dans le chat tout à l'heure. Donc, merci Gérard pour votre question. Alors, pour répondre en parallèle, pour continuer en fait par rapport à ce que disait Nicolas, eh bien, ces méthodes en fait sont rarement évaluées pour des raisons que vous comprenez sans doute. C'est vrai qu'une vision d'autonomie de la femme, d'autonomie du couple pour la gestion de la fertilité, une gestion qui serait en plus très efficace, qui permet au couple d'atteindre ses objectifs très efficacement pour ce qui est d'éviter ou de favoriser une grossesse. Et bien tout ça, c'est pas du tout une vision qu'on a. En tout cas, c'est pas ce que j'ai reçu moi dans mes études de médecine. Et donc, malheureusement, il y a peu d'études sur le sujet en France actuellement. Et ce serait très intéressant, comme on se le disait il y a encore quelques temps là, avec nos collègues de Focus, de relancer la recherche sur ce sujet, d'organiser des études pour voir quelle est la prévalence de l'utilisation de ces méthodes. S'il y a des bonnes volontés parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester. Je pense que ce sera très intéressant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt pour ces méthodes, il est vraiment croissant. Il y a malheureusement eu des effets indésirables très importants pour certaines femmes, des contraceptifs hormonaux, du stérilet au cuivre. Et pour certaines femmes, eh bien, il y a un vrai souhait de passer à autre chose, de découvrir du coup ces méthodes qui sont à la fois naturelles mais scientifiques également et très fiables. Et du coup, l'intérêt en consultation pour ces méthodes, nous le constatons tous très régulièrement. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons donc en parler à nos collègues. Voilà, merci pour votre question en tout cas. Merci Nicolas et Sophie. Donc ensuite, il y a Nathalie Casanova qui nous demande je suis naturopathe spécialisée pour femmes et j'ai ma place parmi vous. Et ensuite, il y a une autre question concernant le réseau. Comment faire pour avoir un réseau de médecins? Donc, je passe la parole à Marion Vallée. Oui, donc pour la question du réseau, adhérer.
adhérer à Focus Fertilité et puis vous pourrez rentrer dans ce réseau et bénéficier du réseau existant qui s'établit pour Focus Fertilité. Donc, pour information, vous étiez plus de 200 à être inscrits ce soir. Il y a eu un peu plus de la moitié qui se sont connectés et donc d'autres qui ont manifesté leur intérêt en s'inscrivant et donc qui recevront le support que nous vous avons présenté ce soir, la possibilité de le consulter. Donc voilà, je vous invite à adhérer à l'association pour vraiment pouvoir faire partie de ce réseau, puisque vous êtes important dans le réseau, et pour pouvoir profiter du réseau établi aussi. Et en tant que naturopathe, bien sûr, vous êtes dans les médecines complémentaires, et donc vous pouvez tout à fait adhérer à Focus avec le statut sympathisant, et donc vous avez une adhésion moins cher. L'adhésion pour les membres actifs et les membres associés est à 20 € et pour les membres sympathisants à 10 €. Voilà, donc vous pourrez trouver tout ça sur le formulaire LOASO et le lien que nous vous enverrons après. Voilà pour le réseau. Merci Marion. Je lis ensuite une question concernant la méthode Marquette, où et comment elle est accessible. Je demande à Sophie Saab de répondre. Merci. Oui, merci pour votre question sur la méthode de l'Université Marquette. Alors, quant à moi, je me suis intéressée à cette méthode parce que j'ai constaté qu'elle avait eu l'approbation de beaucoup de femmes, beaucoup de couples dans des périodes compliquées. Je veux parler du postpartum en cas d'allaitement, je veux parler de la périménopause. Et c'est une méthode qui a été vraiment beaucoup étudiée, qui a fait l'objet de nombreuses études de recherche qui sont très sérieuses, puisqu'elle est développée en plus dans une université. Et c'est une méthode assez récente qui a débuté dans les années 90. Donc, pour décrire très brièvement cette méthode à nouveau, donc méthode de l'université Marquette aux États-Unis, développée par le docteur Fehring. C'est une méthode sympto-hormonale. Donc, la femme, en fait, est invitée à observer ses biomarqueurs de fertilité. Elle peut observer son mucus cervical et ou sa température et ou son col utérin, donc la position et la consistance du col, selon les biomarqueurs qui l'intéressent. Et puis, elle ajoute à cela l'utilisation de tests urinaires qui sont interprétés par un petit boîtier électronique. Et du coup, l'association des deux permet d'obtenir une lecture encore plus fine et précise du jour de fertilité ou de non-fertilité dans les situations où la lecture du cycle n'est pas simple avec l'unique utilisation des biomarqueurs. Voilà. Concernant cette méthode, actuellement, il y a peu d'instructeurs dans le monde francophone. C'est une méthode qui vient des États-Unis et donc pour laquelle les instructeurs sont essentiellement anglophones, se situant aux États-Unis et au Canada. Cependant, il existe des instructeurs québécois qui donc parlent français. Donc, si on est prêt à être formé à distance via Zoom, et puis donc avec le décalage horaire, il est tout à fait possible de se former. Une dernière note sur cette méthode, puisque nous parlons ce soir à des professionnels de santé dans la majorité. La méthode Marquette, c'est une méthode, donc, comme je vous disais, qui se veut extrêmement rigoureuse sur le plan scientifique. Et donc, pour être instructeur de cette méthode, il faut nécessairement être professionnel de santé. Donc, si cette méthode intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à contacter l'association pour que nous-mêmes, nous contactions l'Université Marquette et que nous voyions si la traduction du matériel de formation des instructeurs en français est une possibilité pour qu'il y ait de plus en plus d'instructeurs francophones pour cette méthode. Voilà, je vous remercie pour cette question. Merci beaucoup Sophie. Donc je continue. Il y a la question sur comment devenir monitrice agréée des écoles en France, Billings, Fertility Care, d'autres. Donc, je laisse le docteur Anne Deheger pour la réponse. Oui, merci pour cette question très concrète. Donc, effectivement, on s'attendait à ce que vous nous posiez la question comment devenir moniteur ou instructeur d'une méthode d'observation du cycle. Donc, Focus n'a pas vocation à vous former à proprement parler à devenir instructeur ou moniteur Billings, Cyclamen ou Fertility Care. Mais chaque association a la propriété de cette formation.
Donc, que ce soit WOMB, la WOMB France, Cyclamen ou Fertility Care, chaque association a des formations très spécifiques qui peuvent être en partie en ligne et en partie en présentiel, voilà, sous forme de week-end ou de formation continue. Enfin, voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. Par contre, on compte vous envoyer un mail après cette soirée où on vous mettra les liens vers les 3 associations, WOMB, Fertility Care et Cyclamen. Et donc, vous pourrez aller directement sur les sites de ces associations et à chaque fois, il y a un onglet comment devenir instructeur, comment se former. Voilà, donc vous pourrez trouver les informations. On propose aussi à ceux qui vont adhérer à Focus Fertilité de vous envoyer une fiche récapitulative qui a été rédigée par Dr Saab, qui reprend les principaux points qu'on a présentés ce soir sur qu'est-ce qu'une MOC et qui est suivie d'une liste de références web sur les études, les dernières études de fiabilité, par exemple. Et donc, il y a la liste aussi de chacune des 3 associations qu'on a présentées ce soir. Et vous pourrez ainsi vous adresser directement à chaque association pour la partie formation. On reste bien sûr des relais. C'est pour ça aussi que ce soir, on représente chacune des 3 associations. C'est parce qu'on peut permettre de vous mettre en lien si besoin. Voilà, avec plaisir. Donc, je rajoute un petit mot pour la feuille du docteur Saab. Donc, ce document, vous verrez, est vraiment très pratique. Un outil vraiment idéal pour les consultations. Donc, certains membres du CA le diffusent déjà lors des consultations médicales. Donc, voilà, vous pourrez également... Sophie nous a permis d'en faire bénéficier Focus et donc de vous en faire bénéficier aussi, futurs adhérents de l'association. Merci beaucoup Anne et Marion. Donc il y a une toute petite question sur l'adhésion. Est-ce qu'on peut être adhérent en tant qu'organisation ou seulement en individu? Marion, je pense que tu peux confirmer. Oui, on peut aussi être adhérent en tant qu'organisation. Tout à fait. Simplement, donc ça rentre pas dans la catégorie actif, à moins que ce soit une organisation médicale. Ça peut être dans la catégorie membre associé si c'est une organisation, une méthode d'observation du cycle, et sinon dans la catégorie sympathisant sans aucun problème. Merci beaucoup. Dernière question que je vois sous le chat. Pensez-vous que Focus puisse faire des interventions dans les écoles, comme au lycée ou encore en école d'infirmière par exemple? Je laisse Lucie Espinasse répondre. Oui, merci pour cette question. Alors, Focus n'a pas vocation à aller intervenir dans les écoles ou dans les lycées. Il y a déjà des associations qui le font et qui sont tout à fait à même de parler à des enfants et des adolescents. Mais à long terme, Focus a effectivement le projet d'aller parler dans les facs de médecine, dans les facs de maïeutique, dans les écoles d'infirmières, tous ces sujets sur les méthodes d'observation du cycle pour que les soignants puissent sortir de leurs études médicales avec un petit peu plus de bagage sur ce sujet que nous-mêmes, nous en sommes sortis il y a quelques années. Voilà. D'accord, merci beaucoup Lucie. Effectivement, il y a le réseau Teen Star qui s'occupe de ça dans les lycées, dans les groupes de jeunes pour l'instant, mais oui. Merci beaucoup pour la réponse. Je pense avoir lu toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vous remercie bien évidemment pour tous vos remerciements. Ça nous fait plaisir. Ça nous encourage. Voilà. Donc, merci Katrina. Merci à tous pour vos questions, pour votre participation sur le chat. On est frustrés de ne pas avoir pu vous voir plus en vidéo, de ne pas avoir pu vous entendre, mais nul doute qu'il y aura des rendez-vous en présentiel qu'on attend avec impatience.
Et ça fait partie aussi de nos projets. Donc, tenez-vous prêts derrière vos mails pour recevoir donc, le lien pour revisionner pour ceux qui ont raté le début de notre présentation de l'association. Et puis également pour adhérer si le cœur vous en dit. Et enfin, pour nous partager vos suggestions et vos impressions pour cette soirée de ce soir. Voilà, donc tout le CA se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée et puis vous dire à bientôt. Au revoir. Merci à tous.